On a été happé par Fès, par la Médina de Fès, par son énergie, c'est d'ailleurs quand on vient passer un week-end à Fès, on en sort réénergétisé. C'est une école de patience et de lâcher prise, le Maroc, et c'est plutôt bon pour la santé en fait. Mon mari était décorateur, il n'aimait pas ce mot, il préférait dire magicien de maison parce que décorateur, ça veut dire qu'on pose un décor, ça lui plaisait pas trop. Il aménageait les maisons en fonction de comment les gens allaient vivre dedans et pour qu'ils vivent de façon agréable dedans. À partir du moment où nous avons planté, il a plu toutes les nuits pendant 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Les gens étaient ahuris, n'avaient jamais vu ça. Depuis 32 ans, pas une goutte d'eau. Et là, la pluie toutes les nuits. On a eu des reportages de 18 pages dans des magazines de décoration de plein de pays du monde. Bienvenue pour cette nouvelle interview. C'est la 3e et dernière vidéo de la série d'interviews que j'ai tournée à Fès. Aujourd'hui, je vous présente Catherine Bean, la propriétaire d'un des lieux les plus beaux, les plus magnifiques que j'ai pu voir au Maroc ces 11 dernières années. Il s'agit du riad Les Jardins des Bean, au cœur de la Médina de Fès. J'ai découvert cet endroit les yeux remplis d'étoiles et je suis très heureux aujourd'hui de vous partager le parcours de Catherine, son histoire. J'espère que vous allez apprécier. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, je suis à Fès avec Catherine dans un merveilleux endroit qu'on va vous présenter. Donc, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane. J'aimerais commencer par ton plus lointain souvenir du Maroc. Quelle image te vient quand je te demande ça? Je suis venue la première fois au Maroc il y a 30 ans, je pense, à peu près, avec ma fille. J'ai fait un voyage avec elle qui était fort sympathique. Voyage mère-fille, j'aime bien voyager comme ça avec un de mes enfants. Ça renforce la relation, c'est joyeux et voilà, c'est assez magique. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce voyage, ce premier voyage? En fait, non, mon premier souvenir, j'ai le droit de revenir là-dessus, ça c'est mon deuxième. Mon premier souvenir, c'est que quand j'étais étudiante à Lille, dans les universités de Lille, dans le Nord, et que je suis partie avec 2 copains qui avaient acheté de 2 chevaux pour n'en faire qu'une, et on est parti de l'île du Nord pour aller traverser la France, l'Espagne et visiter le Maroc. Elle a bien roulé la 2 chevaux et c'était magique parce que je découvrais un monde complètement différent, inconnu de moi, fille du Nord. Je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est l'humanité, la gentillesse des gens, leur générosité. Ça, c'était bouleversant. Et puis, bon, après, il y a les paysages. On est descendu jusqu'au désert, au-delà de Zagora. C'était quand même un monde tellement étrange pour moi. J'avais peut-être 19-20 ans et c'était la première fois que je venais en Afrique du Nord, en Afrique tout court d'ailleurs. Voilà, la beauté, la multiplicité des paysages, l'humanité surtout des gens, et puis la fantasia qu'on a vue du côté de Meknès. Aussi, ce que j'ai retrouvé d'ailleurs même maintenant, c'est la différence entre chaque ville. Chaque ville a une énergie très particulière. Tanger, c'est un port avec une activité très spécifique. Casablanca, c'est la grande capitale, donc très internationale. Rabat, c'est une ville de paix. Il n'y a pas d'immeubles très hauts, c'est très beau, il y a plein de parcs, il y a une courtoisie. À Fès, c'est la ville de la spiritualité. Les gens conduisent comme des fous, mais enfin bon, à part ça, c'est une très belle ville avec la Médina dans laquelle nous sommes, là, dans laquelle nous nous sommes installés, et qui est quand même la plus grande médina du monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 250 000 personnes qui vivent là et qui ne sont jamais sorties de la médina. C'est un voyage dans le temps. Ça, c'est magique aussi. Et ça se ressent quand on marche dans les ruelles de la Médina. Complètement. Ça n'a rien à voir avec des médinas plus petites comme celle de Marrakech qui sont maintenant totalement touristiques et où il n'y a plus d'habitants autochtones, il n'y a plus que
des commerçants pour les touristes, quoi. Est-ce qu'à 19 ans, tu te serais imaginé vivre plus tard au Pas du Maroc? tout, pas du tout. C'est pas ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et quand je suis revenue il y a une trentaine d'années, ça ne m'a toujours pas traversé l'esprit. Et voilà, en fait, notre arrivée ici était une espèce de synchronicité de la vie. Je n'aime pas le mot hasard parce que je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'on a une destinée et qu'elle nous a amenés au Maroc. On est venu avec des amis qui venaient passer le week-end ici et on a été happés par Fès, par la Médina de Fès, par son énergie, c'est d'ailleurs quand on vient passer un week-end à Fès, on en sort réénergétisé et c'est excellent pour la santé, je le conseille à tout le monde. Voilà, et puis la beauté du lieu, la magie du lieu. Et comment vous avez découvert ici cet endroit? Tu peux nous raconter l'histoire? La première fois que tu as passé la porte? Oui, alors nous cherchions donc, conquis par cette Médina de Fès, nous cherchions une maison, mais une petite maison pour les vacances, pour venir de temps en temps passer quelques semaines. Il n'y avait pas du tout de côte à l'époque, donc c'était vraiment n'importe quoi. Et on trouvait des ruines à des prix astronomiques, on trouvait enfin, de tout, mais rien qui nous plaisait. Et en plus, nous avions, mon mari et moi, un souhait, c'était d'avoir un jardin. Or, dans la structure de la Médina, les jardins sont autour des remparts et il n'y a pas de jardin à l'intérieur. C'est très, très rare. Et voilà, et en sortant d'une visite où vraiment, il nous avait dit qu'il y avait un jardin, en fait, c'était la maison qui était effondrée. Donc effectivement, il y avait un terrain vague et puis une maison, puis c'était pas très grand. Donc si on reconstruisait, il n'y avait plus de jardin et tout ça valait une fortune. J'étais un peu découragée. Et puis là, l'agent qui nous accompagnait nous dit bah là, il y a un jardin, mais c'est pas à vendre, mais c'est possible que ce soit à vendre. Mais vous voulez rentrer? Parce qu'il y avait aussi un truc pour Internet, là, un Internet café, enfin, sans café d'ailleurs. Et on se dit bon, bah, rentrons. Et puis nous voyons ce grand jardin qui n'en était pas un parce que tout était mort à part quelques arbres. Et quand même enfin, un vrai espace avec un vrai potentiel, on va dire. Voilà. Tu connais la superficie ici? Je ne sais plus si c'est dans les 3000 mètres carrés ou au sol, je sais pas, quelque chose comme ça. Bah, en pleine Médina, c'est quand même. Après, il y a des palais qui ont des grandes superficies, mais sinon, voilà. Et là, je me suis dit, moi, ça va valoir une fortune. S'il faut déjà des milliards pour acheter un terrain vague, là, waouh. Et puis finalement, c'était relativement raisonnable parce que ça appartenait à la famille Mokri. Donc tout ça a été bien géré, intelligemment fait. Et, et finalement, nous avons pu acheter. Je pense que ce lieu était pour nous, que ce lieu nous a choisis. Et ce lieu a une histoire aussi. Tu peux nous en parler? Bien, en fait, c'était un lieu qui appartenait au Pacha Mokri, ou en tout cas à la famille Mokri. Et c'est un lieu où le Pacha Mokri venait se reposer, être un peu tranquille. Le reste du temps, il vivait dans son palais qui est vers Ziyat, qui est un très grand et magnifique palais, où il avait sa vie officielle, les réceptions officielles, ses femmes, ses enfants. Et ici, il venait un peu, c'était un lieu de repos, de tranquillité, voilà. Que dire d'autre? Et quand vous découvrez ce lieu, est-ce que directement vous vous projetez, vous visualisez ou pas encore? Je crois que le lieu nous a choisis, on n'a pas eu à se projeter ou à ne pas se projeter, C'était une ça, évidence? c'était une évidence, c'était comme ça. Et du coup, on a dit, bon, bah, on achète. Voilà. Une fois qu'on achète les étapes suivantes? Les vendeurs étaient organisés, c'est-à-dire que la notaire avait tout. Donc la notaire a fait ce qu'il fallait, et que bah, on a juste signé et payé. Ça a été assez facile. Après, il y a toujours euh, des documents demandés par les administrations et tout ça. Alors ça, c'est un peu particulier, quoi. Enfin, je pense que c'est pas comme ça dans tous les pays du monde, mais presque. Mais c'est un côté folklorique au Maroc, quand même.
Et c'est pas toujours simple, mais ce que j'ai compris ici, c'est que quand on cherche à avoir un document qu'on nous demande et qu'on ne l'obtient pas facilement, quand on arrive à un moment où on se désespère, eh ben là, tout se fait tout seul. Tout arrive. Il n'y a plus... voilà, ça- c'est comme Ouais, c'est si quand on le... lâche que... Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut... c'est une école de patience et de lâcher prise, le Maroc, et c'est plutôt bon pour la santé, en fait. Et puis tout s'est fait, finalement. Et Voilà. comment vous vous êtes organisé avec ton mari les premières années? Comment ça s'est mis en place? Ben, nous avions une très grosse maison en France que nous avons mis en vente parce que au départ, on ne pensait pas y vivre, mais comme la maison ici était très grande et que notre maison en France était très très grande, on voulait un peu s'alléger la vie parce que quand même nous avancions en âge. Donc voilà, alors, on ne s'est pas vraiment allégé la vie. En revanche, on s'est lancé dans une très belle aventure. Donc il y a eu un temps intermédiaire où mon mari était beaucoup en France pour gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Et moi j'étais ici avec notre plus jeune fils qui rentrait en sixième. Et puis dès que la maison était vendue, on s'est tous retrouvés ici. Voilà. Et, et nous avons décidé, parce qu'on nous avait proposé de louer un appartement pour le temps des travaux. Et en fait, non, on voulait être sur place. Donc, nous avons fait du camping pendant plus d'un an en déplaçant notre camp de base d'une chambre à une autre, d'un salon à un autre, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse s'installer vraiment là où nous vivons toujours. Et les travaux ont continué pour faire toutes les chambres, toutes les suites, faire des salles de bain sans trahir l'âme du lieu. C'est-à-dire ça a été assez cocasse. Il y a des fois des suites qui ont d'immenses salles de bain et d'autres qui ont des petites salles de bain. Mais ça permet de garder l'âme. C'était important. Et tu m'as dit que chaque suite, chaque chambre a son histoire, sa couleur. Oui, ouais, ouais, absolument. Il y a il y a la chambre du Pacha, enfin, la suite du Pacha, qui est la plus grande suite, qui est très marocaine et dans son jus, parce qu'il restait les éliges, les grandes portes peintes, magnifiques, qu'on a restaurées, mais enfin qui étaient là. Et puis après, en fonction de... parce que mon mari était antiquaire avant, c'est-à-dire qu'on a déménagé quand même un énorme déménagement. Et donc, on a réparti dans les chambres de manière à donner une connotation à chaque chambre. On a par exemple la chambre de l'Oriental, dans laquelle il y a beaucoup de mobilier chinois, un lit de Canton 1920, des choses assez étonnantes, parfois des pièces de musée, des vêtements. Mon mari était un spécialiste d'étoffes anciennes et de costumes anciens. Donc, on a vraiment des textiles magnifiques un peu partout. Et ça donne une ambiance, un cachet, une culture, une élégance. Enfin, on est content. Et quelle est ta suite ou chambre préférée? Je crois que j'aime beaucoup l'oriental dont j'ai parlé. C'est peut-être pas pour rien que je l'ai citée en premier. Je trouve qu'elle est totalement magique. Voilà. Mais bon, les sultanes, là, qui se trouvent juste au-dessus, c'est aussi sympa. Il y a une immense terrasse qu'on aperçoit d'ici. Et un petit salon d'hiver, un petit salon d'été, une petite salle de bain, pas très grande parce qu'on a dû la construire en plus. Mais c'est une très belle suite. Et puis des petites chambres qui sont pas très grandes, mais qui auront aussi beaucoup d'esprit, beaucoup de... Bon, là, je suis en train de vanter ce qu'on a fait, mais La bleue, elle m'attire beaucoup aussi. et la bleue, ça c'est l'africain. Donc alors, la façade est bleue, comme le Cholet, comme le bleu de Chefchaouen. Et à l'intérieur, ce sont que des choses africaines, avec des boubous africains, euh, des choses en rapport avec, des objets en rapport avec l'Afrique. Et laquelle vous a demandé le plus d'énergie, le plus d'efforts? Je ne veux pas parler d'effort.
C'était une aventure. Bon, mon mari était décorateur, il n'aimait pas ce mot, il préférait dire magicien de maison, parce que décorateur, ça veut dire qu'on pose un décor, ça lui plaisait pas trop. Il aménageait les maisons en fonction de comment les gens allaient vivre dedans et pour qu'ils vivent de façon agréable dedans. Donc en fait, c'était là, il était son propre client. Donc il était tellement heureux de faire ça qu'il n'a pas fait d'effort. C'est une passion, hein. Ouais, totalement. Magicien de maison, c'est beau. Oui, mais c'était bien ça. Il s'occupait des jardins aussi. Ben, comme il s'est occupé ici du jardin, c'est lui qui a tout fait. Il a, il nous a quittés il y a quelques années, mais il est partout, dans tous les détails. Tu nous parles un peu justement des jardins. Comment c'était avant par rapport à maintenant? Ben, c'est simple. Avant, il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait une poubelle. Il y avait des gravats, il y avait des vieux moteurs de voitures, de machines à laver ou de je sais pas quoi. Et tout était mort. On a réussi à sauver 7 arbres. Donc on a tout nettoyé, enlevé tous les gravats et tout ça. Et puis on a fait venir 24 énormes camions de bonne terre qui sont arrivés à Bâtard et qui sont arrivés à Dodane. Jusqu'ici, ça a duré plus d'une semaine pour amener la terre, pour recouvrir tout le jardin. À partir de là, on a commencé à planter des petites plantes. Et il y avait le seul bémol qui m'inquiétait un petit peu, c'était que le pays, ça faisait 32 ans de sécheresse que le pays supportait, et particulièrement sur Fès. Et je me dis, bon, on plante des plantes, mais comment ça va pouvoir pousser? Et eh bien, à partir du moment où nous avons planté, il a plu toutes les nuits pendant 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Les gens étaient ahuris, n'avaient jamais vu ça. Depuis 32 ans, pas une goutte d'eau. Et là, la pluie, toutes les nuits. Et donc, les plantes ont poussé entre la chaleur et la pluie. Et maintenant, on a un jardin qui est plus proche de la jungle, je crois. Et on est obligé de tailler parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est joyeux. Ça pousse bien. Est-ce que tu as vu ça comme un signe Totalement. Non, non, mais c'est évident. Qu'on trouve cet endroit alors qu'on nous avait dit qu'il n'existait pas de jardin à l'intérieur, qu'on plante et qu'il se mette à pleuvoir quand on plante. Bien sûr, ce sont des signes. Ça y est, des sacrés signes d'ailleurs. On n'est pas dans le petit signe subtil. C'est waouh, allez-y. C'est ça, vous êtes là où il faut. Petite pause pour vous rappeler que j'organise une nouvelle masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Ce sera la 3e édition avec 2 journées d'échanges, de rencontres et de retours d'expériences concrètes animées par des entrepreneurs installés et des experts du terrain. 5 intervenants sont déjà confirmés. Cette masterclass, c'est un week-end pour se rencontrer dans la vraie vie, en réel. Et on va vous aider aussi à structurer votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc. Il reste encore quelques places disponibles. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Tu m'as parlé aussi d'un pamplemoussier, on dit ça? Pamplemoussier? Ah oui. Alors, dans les 7 arbres que nous avons sauvés, il y avait un pamplemoussier. Bon, il y avait aussi un efflier, un jujubier, 2 oliviers, un noyer. Mais je trouvais tellement magique, en venant de France et du nord de la France, de voir des pamplemousses dans un arbre. Je crois que j'avais jamais vu ça. Et pour moi, c'était magique. Donc cet arbre-là en particulier, tous les jours, j'allais le voir. J'allais lui apporter de l'eau, lui dire que je l'aimais, lui dire que j'adorais les pamplemousses, alors qu'il fallait qu'il m'en donne. Et quand la première année où je suis arrivée, il y avait 3 boules jaunes très pâles, presque blanc, avec une goutte de jaune dedans. Et c'était totalement immangeable. La deuxième année, il y en avait une dizaine, mais pas bon, trop totalement acide. Et après, j'ai eu des merveilleux beaux pamplemousses d'un superbe jaune soleil et délicieux, sucré, voilà. Et maintenant, j'ai des centaines et des centaines de pamplemousses. Et je suis ravie. Et je fais de la confiture de pamplemousse pour moi, mes amis, et aussi pour les clients, pour leur petit déjeuner.
Donc, faut venir ici pour le goûter. Ah, ah voilà. Ah voilà, voilà. C'est une bonne excuse. C'est- Voilà. Et avec Michel, avant de vous installer ici, vous avez beaucoup voyagé? On a énormément voyagé. Tous les ans, on partait pour un grand voyage. On emmenait nos enfants. On partait 3 semaines. On a fait beaucoup de voyages en Asie. On a découvert la Birmanie l'année où il était possible pour la première fois d'avoir un visa de 14 jours. Donc il n'y avait pas de touristes, il y avait quelques voyageurs. J'adore voyager comme ça parce que c'était la découverte d'un pays qui est dans sa pureté originelle, si je puis dire, avec des gens qui vous regardez, qui vous souriez de façon absolument... ça vient du cœur, c'est très, très émouvant. Voilà, et après, on y est retourné plusieurs fois et malheureusement, disons que le tourisme, il a commencé à y avoir quelques hôtels et puis les gens commençaient à avoir des baskets, des jeans, alors que la première année, ils étaient en longis. Enfin, c'était un voyage dans le temps, c'était magnifique. Enfin, en tout cas, nous, ça nous plaisait, quoi. Voilà, nous avons découvert pas mal de pays d'Asie, du Moyen-Orient. Moi, j'ai continué aussi. Je suis allée aussi découvrir un peu l'Amérique latine. Quel pays en Amérique latine? Le Pérou et le Mexique, plus particulièrement. Mais je serais ravie de découvrir la Colombie. Il paraît que c'est sublime. Voilà, et j'ai adoré. Ouais, ça m'attire beaucoup aussi, l'Amérique latine. Ouais. En fait, mon plus jeune fils, après son bac, voulait prendre une année sabbatique et faire du woofing en Amérique latine. Donc il est parti et il a voyagé un peu dans toute l'Amérique latine. Pas tous les pays, mais quand même, il a bien voyagé. Et il a fini son séjour au fin fond de de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, dans un endroit où une Française d'ailleurs s'était installée là et essayait de construire un écologe autosuffisant. Voilà, le projet lui a plu, donc il a travaillé là plusieurs années en fait. Et il y a une année où je suis partie avec lui faire un voyage dans le Pérou, là. Et puis je l'ai laissé dans sa forêt amazonienne. Après, je suis rentrée. Mais c'était magique aussi. Et tu sais, moi, je suis arrivé au Maroc la première fois pour du woofing aussi. Ah oui? Ouais. J'étais dans des fermes pendant quelques années au début pour découvrir. C'est une bonne façon Mais aussi de... c'est une façon géniale de découvrir parce que quand on est touriste ou qu'on fait pire partie d'un groupe touristique, on n'est pas immergé du tout. On reste dans une superficialité totale et il n'y a pas de relation avec les gens. Dès qu'on rentre dans des familles, qu'on a la joie de faire connaissance avec des gens du lieu, et ça change tout, quoi. On touche à l'âme du pays, on touche à leur philosophie de vie, à leur façon de vivre, oui, de voir les choses. Ça, c'est nourrissant. Et quand je suis rentré ici ce matin, ce qui m'a touché et marqué en premier, c'est les couleurs. Ah oui? Est-ce qu'il y a un travail particulier par rapport aux couleurs où tu peux nous partager des choses là-dessus? Déjà, ce que je peux dire, c'est que chaque grande famille avait ses couleurs. La famille Mokri avait des couleurs un peu dans les bleus, roses, enfin plutôt organisées là-dessus. La famille Glaoui, il y avait du violet, du jaune, citron, mais pas citron, mais pétard, quoi. Presque des couleurs fluorescentes comme ça. Je sais que chaque grande famille a ses couleurs. Donc il y a déjà un éventail de couleurs qui existait au départ. Toutes les boiseries de ces couleurs-là ou plus un turquoise un peu foncé, ce sont des couleurs d'origine. Voilà. Après, mon mari était un remarquable coloriste avec des capacités à mélanger les couleurs de façon hyper harmonieuse et originale. Et tu as vu dans notre petite maison, il y a un mélange de couleurs assez fou, mais on y est bien, je crois. Enfin, je sais pas. Oui.
Et ça se mélange bien aussi avec les couleurs de terre, les couleurs Oui, 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 naturelles oui, présentes oui. ici. Bah, et puis les éliges, enfin bon, les éliges, c'est quand même la matière première utilisée tellement partout, dans toutes les grandes maisons, enfin dans toutes les maisons d'une manière générale. Il y a des éliges. Ça donne des variations de couleurs formidables dans les mosquées, même dans toutes les administrations. Enfin, c'est tellement traditionnel, ça fait partie d'un matériau de base de l'architecture. Et si on revient au début ici, les travaux, ça a duré combien de temps Ben, ça a été finalement très rapide, dans la mesure où c'était très grand, donc tous les corps de métier pouvaient travailler en même temps. Ça a été vraiment un atout. Voilà. Donc ça a duré combien de temps 2008, 2009, 2 ans et demi. 2 ans et demi, et nous avons ouvert en octobre 2010. Et comment vous avez préparé l'ouverture, la communication, comment ça s'est fait? Bah, Michel était très connu dans le milieu de la décoration et du journalisme, et il a toujours eu énormément de presse. Je ne sais pas si tu as vu dans la réception, il y a des articles de presse. Là, ce sont ceux qui concernent depuis qu'on est ici, mais j'en ai plein avec toute la presse qu'on a eue avant en France. Et donc, en fait, les journalistes attendaient que ça ouvre pour venir faire des reportages. Et c'est vrai qu'on a eu des reportages de 18 pages dans des magazines de décoration de plein de pays du monde. En Suède, on a eu des articles dans New York Times et dans euh, comment s'appelle ce magazine anglais, Herald Tribune. Ouais. Et on a eu, enfin je sais pas, vraiment énormément, je te montrerai tout à l'heure. Comme ça, on pourra l'afficher à l'écran aussi. Si, Oui, éventuellement, oui, mm. si tu veux. En fait, mon mari avait euh, genre une nouvelle idée toutes les 30 secondes. Je dis, bon, c'est un peu excessif, mais il était débordant d'idées. C'était un vrai artiste, et il organisait beaucoup d'événements, d'expositions, de fêtes. D'ailleurs, il y a autour d'ici certaines de ses collections, parce que c'était un grand collectionneur. Et encore, il n'y a pas il y a pas les collections de costumes et d'étoffes anciennes qui sont stockées ailleurs. Oui, Voilà. c'était un créatif. Et son rapport au Maroc? Il se sentait chez lui. Quand il est venu s'installer ici, il m'a dit: ah, je suis chez moi ici. Et il avait vécu quand il avait, je ne sais pas quelle année, 20 ans, enfin, à peu près, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Il avait vécu une année à Marrakech, à une époque où il n'y avait pas toute la clientèle qu'il y a maintenant. Et il avait gardé un souvenir très heureux de cette période-là. Il vivait très simplement, mais comme un artiste, quoi. Mais c'était aussi, il était très, très touché par l'humanité, par les relations aux Marocains, et je sais qu'il a adoré ça. Et tout ça, comme tu disais, se retrouve ici Ouais, dans tous les détails qui nous entourent. Ouais. ouais. C'est comme dans le Fès Café, toutes les peintures, c'est lui. Il adorait peindre les murs. Et aujourd'hui, la clientèle qui vient ici, qu'est-ce qu'elle recherche? Bah, je crois que ce qui lui plaît, c'est euh, l'atmosphère générale, la gentillesse du personnel, la beauté des lieux, justement cette richesse culturelle qu'il y a un peu partout. Et c'est un havre de paix surtout, il y a une énergie très positive, et je pense qu'on s'y sent bien. Et quand on a marché dans la Médina, à monter et descendre toute la journée, qu'on arrive ici, waouh, c'est... Voilà, On se pose. on se pose et c'est agréable. Ah, c'est un packaging complet. Parce qu'il y a une harmonie aussi avec la nature qui est Ouais. très présente. Ouais. Hein. Et tu m'as dit, vous organisez aussi des événements parfois? Oui, on peut organiser des concerts,
des expositions. Dans le grand salon, je ne sais pas si tu as vu en arrivant, il y a une exposition de costumes anciens. Mais des fois, on fait des expositions de peinture ou de photos, d'autres choses. Et quand il y a un musicien ou un ensemble musical qui se présente, eh bien, on propose un concert sur la grande terrasse là-haut. Et comment a évolué le projet les premières années? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses que tu veux nous partager? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, ouais. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres assez magnifiques. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis assez, des rencontres magnifiques, je me reprends. Mais je ne peux pas raconter une anecdote en particulier. Enfin, il n'y a rien qui me vient là comme ça me reviendra peut-être plus tard, mais Beaucoup de rencontres, d'échanges. oui. Ouais. Puis bon, il y avait le festival euh, de musique sacrée qui amenait aussi une belle clientèle de gens aussi créatifs, intéressés, passionnés. Ça donne des discussions enrichissantes, je trouve. Ouais, des belles rencontres. Et la culture est très présente ici à Fès aussi, hein. Il y a le festival de culture soufie Ouais. maintenant. Il y a, je crois toujours un festival de musique sacrée, mais c'est pas, je sais pas, il n'a pas l'aura qu'il avait avant, je trouve. Bon, je sais pas, c'est juste réaction personnelle. Mais sinon, je trouve que ça manque un petit peu, mais en même temps, c'est quand même une ville imprégnée de culture, puisque c'était le lieu des grandes universités, université laïque, université coranique. C'est quand même un lieu qui a une forte imprégnation de tout ça. Et puis, je dois dire que récemment, j'ai eu la joie de participer à une signature de partenariat entre l'université Euromède et l'association des Français à l'étranger, l'UFE. Et là, j'ai découvert Euromède. J'étais déjà allée comme ça un peu au départ faire en tant que sophrologue, j'étais intervenue là-bas. Mais là, j'ai écouté le directeur qui a présenté son université avec une clarté, une intelligence, un concept vraiment qui va jusqu'au bout des choses. C'était magnifique. Je me suis dit, génial. Voilà. Et tous les secteurs qui sont présentés là-bas, bon, ils ont des moyens formidables, il faut le dire, mais c'est intelligemment fait, c'est constructif, c'est beau. Euh, c'est ouvert à tous les étudiants sur dossier, pauvres ou riches. Il y a des cours de philosophie, ce qui me semble essentiel parce qu'il y a des grands départements de l'IA et que l'IA, c'est génial d'un côté, mais c'est un danger dramatique de l'autre, si on ne prend pas un peu de distance par rapport à ça. Bon, là aussi, je dis ce que je pense, hein. Et voilà, et je trouve qu'il y avait... Enfin, j'ai été vraiment ravie d'être là, d'écouter ça. Et je trouve que c'est bien pour Fès qu'il se passe des choses comme ça, de qualité. Je pense que Fès est en train de se réveiller, en fait. Je crois que Fès a été un peu abandonnée, pour pas dire maudite, parce que Sa Majesté le roi Hassan II avait été mal reçu à une époque. Et donc, il avait rejeté Fès. Et maintenant, c'est en train de retrouver son éclat d'avant. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, il y a de plus en plus de gens qui investissent, qui ont envie de créer des choses ici. Et je trouve que c'est bien. Même la nouvelle ville, ça bouge beaucoup, j'ai vu un petit peu. Ouais, énormément. Ah, puis là, il y a quand même la, la Coupe du Monde 2030. Alors, la Coupe du Monde 2030 a donné lieu à une rénovation de la structure de base autoroutière, routière de Fès, où on a repris des terrains qui avaient été grignotés par les gens qui habitaient là. Hop, et on a récupéré 5 mètres de chaque côté, donc on a des grandes routes qui vont jusqu'à l'autoroute. Il y a des immeubles magnifiques
anciens qui ont été restaurés, rénovés, qui sont superbes. Il y a plein de décisions qui, je trouve, vont vraiment dans le bon sens. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'entre la nouvelle ville et la Médina, c'est deux atmosphères totalement différentes. Oui, il y a 200 ans d'écart. C'est ce qui est magique dans la Médina, c'est que on fait un voyage dans le temps. Ça, c'est très dépaysant. Pour ça qu'on en ressort en pleine forme, parce que tout d'un coup, c'est tellement dépaysant qu'on oublie tout. Si on arrive ici avec des soucis, des problèmes, des tristesses, hop, c'est fini, ça s'en va, ça part. Il y a certaines vues aussi qui sont impressionnantes. Ouais. C'est waouh. Oui, oui, non, c'est magnifique. Ouais. Non, c'est sublime, la ville de Fès, les remparts, enfin, c'est superbe, superbe, superbe. C'est une très, très belle ville. Ouais. Et tu l'as abordé, tu pratiques la sophrologie alors? Ben, j'ai créé un cabinet quand je suis arrivée en 2007. Et j'ai même été la première à créer une école de sophrologie parce que je trouvais que c'était une méthode qui permet de vivre plus sereinement et que c'était bien de donner ça, d'offrir ça aux Marocains qui m'ont accueilli. Comment tu as découvert De quoi? la sophrologie? Ah, ça c'est une autre histoire. C'est une histoire très personnelle où j'ai un moment de ma vie où j'étais extrêmement mal et où c'est une sophrologue, psychothérapeute et sophrologue qui m'a sorti d'un état grave quand j'avais 40 ans. Et là, c'était une renaissance, une découverte du monde autrement. Voilà. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et aussi, en faisant tout ce travail sur moi, j'ai aussi ressenti la douleur des gens, leur souffrance. Et je n'ai eu qu'une envie, c'est de pouvoir les aider comme cette personne m'a aidé moi. Donc je me suis orientée, j'ai fait un très très long travail sur moi-même. J'ai suivi les cursus de sophrologie et puis aussi je me suis intéressée à des tas d'autres choses autour. Un travail sur les énergies, sur 15 ans de chamanisme derrière moi. J'ai enfin, pas mal de choses qui me donnent une capacité à aider les gens qui en ont besoin. Donc je trouvais ça bien de faire ça. Ce qui fait que c'est une des premières choses. Là encore, ça a été une synchronicité, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non mais il n'y a rien à faire, ouvre ton cabinet, tu vas voir, ça va marcher. J'ai ouvert mon cabinet, je n'ai fait aucune publicité, j'ai rien dit à personne et c'est arrivé. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir peu à peu. C'est le bouche à oreille qui a marché, mais j'en ai jamais parlé moi. Ça aussi, c'est un signe. Oui. Voilà. Chamanisme, ça m'intéresse aussi. Ouais. Comment tu as rencontré cet univers? Par un Canadien, amérindien, qui était un homme exceptionnel et qui est venu en France de temps en temps, parce qu'il avait pas mal des élèves ou c'est pas des patients, des élèves, on va dire. Il transmettait un enseignement. Et quelqu'un m'a dit, écoute, voilà, il y a cet homme qui vient faire le stage, tout ça. Et j'étais très conquise. Et après, pendant 15 ans, j'ai suivi ça pour un travail personnel, hein, d'abord, c'était ça. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai suivi un enseignement pour pouvoir enseigner. Et ça a beaucoup changé ma vie. Ça permet de rentrer dans une totale acceptation de ce qui arrive. C'est pas toujours facile, mais quand même. Voilà, et de voir le positif, sans occulter le négatif, mais en tout cas de systématiquement focaliser son attention sur ce qui est positif pour garder l'énergie qui permet d'avancer, qui permet d'aller dans le bon sens. Ça t'aide au quotidien d'avoir cette spiritualité Oui. vivante? Bah oui, c'est ce qui est merveilleux en fait. Et le Maroc permet ça aussi, et même les Marocains sont aussi intéressés. Pas tous, mais certains oui. Après, c'est une question de niveau de conscience. C'est ça. La conscience s'élargit au fur et à mesure qu'on fait des expériences, qu'on découvre des choses, qu'on comprend des choses. Mais c'est aussi une ouverture d'esprit. Donc, s'il n'y a pas l'ouverture d'esprit dès le départ, ça s'arrête là. La porte est fermée, ouais. La porte est fermée. Si la porte est fermée, il ne se passe rien. Ouais. En revanche, quand il y a l'ouverture d'esprit, ça peut être
c'est miraculeux. Ça peut être une grande ouverture, ouais, Ah, ouais. vers autre chose. Ah bah oui. Ça permet aussi de dépasser les états émotionnels et d'arriver à un niveau plus clair, plus lucide, plus grand, qui donne une vision plus large de ce qu'on vit, des événements, des situations, et qui permet du coup d'être plus juste dans ses paroles, dans ses actes, dans ses gestes. Là aussi, c'est pas une évidence absolue, mais en tout cas, c'est un chemin vers. Voilà. Oui, peut-être qu'on vient aussi sur Terre pour ça, hein, pour, Bah, a priori, oui, je le pense. J'en suis sûre même. Mais encore faut-il déjà être conscient de ça. c'est la première étape. C'est la première étape, c'est déjà de s'ouvrir à ça. J'ai rencontré ici des chers, notamment pendant le festival de musique sacrée. Je me souviens qu'une fois, il y avait des derviches tourneurs qui venaient de Turquie et qui avaient fait un spectacle tellement intense, tellement beau, tellement vrai, que c'était superbe, enfin c'était envoûtant, c'était prenant. Et il y avait les places étaient un peu en U autour de la scène, et moi j'étais à un des coins, et devant moi il y avait deux chers en djellaba blanche et avec des barbes blanches, des longs cheveux blancs, des barbes blanches, et ils rayonnaient. Et j'avais du mal à regarder le spectacle parce que j'étais tellement attirée par leur lumière que je la recevais, cette lumière. Waouh, c'était féerique. Je crois que du spectacle qui était génial, hein, qui était vraiment très, très sincère et très beau, et dont je me souviens très bien quand même. Mais cette image de ces deux personnages qui avaient une aura absolument lumineuse, c'est un grand souvenir. Et ça, c'est au Maroc, c'est à Fès que j'ai rencontré ça. C'était un beau cadeau. Voilà, donc Fès m'a fait des beaux cadeaux. Le Maroc m'a fait des beaux cadeaux. Mais c'est vrai que c'est magique des fois, comme certains êtres humains, juste par leur présence, Ah peuvent ben oui, toucher tout ce qui les absolument. entoure. Ouais. J'ai fait pas mal de marches dans le désert à une époque. Enfin bon, j'en ai fait 5 en fait, mais c'était tous les ans au moment de Pâques, juste avant Pâques. Et ça a été des grandes expériences pour moi. Parce que dans le désert, on lâche tout ce qui ne va pas, et puis ben, on accède à autre chose. C'était avec des groupes, mais en fait, on marchait toute la journée, chacun seul, à son rythme, avec sa bouteille d'eau. Et on se retrouvait à certains points pour manger quelque chose ou boire quelque chose. Mais ce sont des moments aussi d'éveil et de cadeaux qu'on reçoit. Bon, je crois que j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Alhamdoulilah. Et tu sais, bah, j'adore le désert aussi. Ma première activité au Maroc, je l'ai appelée Maroc en conscience. Ah oui. Et j'ai emmené aussi les gens dans le désert marcher, faire des marches en C'est drôle. silence. Et je vois le désert comme un thérapeute aussi. Ah ben complètement. Ça permet aussi de lâcher, Ça lâche. ouais. Tu marches une journée dans le désert, au début tu es dans tes tracasseries habituelles, tes petits soucis divers et variés, mais du quotidien. Et puis petit à petit tu lâches. Deuxième jour, tu lâches encore, mais finalement tu as tout lâché au bout de quelques jours. Et là, tu commences à te fondre dans le désert, à devenir le désert. Ce lieu, il existe aussi à travers son personnel, toutes les personnes qui travaillent ici. Oui. Tu peux nous en parler, ton rapport avec eux? Je dois dire que quelque part c'est une entreprise familiale, créée par mon mari et moi. Mon fils aîné Paul s'en est rapproché très rapidement, et on a toujours gardé ce côté familial, c'est-à-dire même avec les employés. Si un employé est malade, je l'emmène chez le docteur, ou voilà. Et donc pour eux, c'est un peu leur famille aussi. Ils sont bien traités, ils sont contents d'être ici, et même des fois on en veut. S'il y en a un qui va pas, il y a quand même eu de temps en temps des salariés qui n'étaient pas, enfin, pas bien à leur place ici, mais ils voulaient pas partir quand même parce que ils avaient une sécurité, ils étaient déclarés et tout, et puis surtout
bien traitée, quoi. Comme là aussi, on a une humanité qui est forte et à laquelle nous tenons. Enfin, c'est pas qu'on y tient, on est comme ça, c'est tout. C'est pas voilà. Et je crois qu'il y a dans les commentaires que nous avons, il y a beaucoup aussi de commentaires disant que le personnel est charmant, souriant et sympathique. Oui, ça se ressent. Je l'ai Ouais. senti aussi Ouais, ouais, ouais. directement. Ça, c'est important parce que on voit aussi des gens qui traitent mal leur personnel ou qui Ouais. leur parlent mal. Et Bah oui, bah oui. Bah voilà, on n'est pas comme ça. il y a combien de personnes alors qui travaillent ici? 23. Comment ça s'organise? C'est un- Ça s'organise, en fait, il y a des secteurs, il y a tout le personnel du restaurant, il y a le personnel du hammam, il y a le personnel, le groupe des femmes de ménage et lingères, il y a le jardinier, enfin, ce sont le chauffeur, le coursier, ce sont des tâches assez bien définies, donc ça va. Et puis il y a aussi, moi j'ai mis dans l'idée qu'à un moment il faut être souple, c'est-à-dire si on est jardinier, on peut aider aussi à porter des trucs, ou si voilà, je me souviens mais c'est parce que c'est pas dans les je crois qu'au Maroc, il y a quand même un système très hiérarchisé, ce qui fait qu'on a une tâche et on ne fait pas autre chose. Et surtout, on ne s'abaisse pas à faire quelque chose. Je me souviens d'une scène qui a révolutionné la cuisine, parce que j'arrive et je vois plein de vaisselle partout et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah la personne qui fait la plonge n'est pas venue, elle n'a pas prévenu, elle n'est pas venue. Je dis mais la vaisselle il faut la faire. Ah mais non, c'est pas notre métier. J'ai dit ah bon bah d'accord, bah moi je vais la faire. Alors j'ai pris des gants et j'ai commencé à faire la vaisselle. Ils étaient horrifiés en disant mais vous êtes la Malma, vous n'avez pas à faire ça. Je dis mais je m'en fous, moi mon idée c'est que vous n'allez pas servir les gens ce soir dans des assiettes sales. Donc la vaisselle il faut la faire. Il n'y a pas la plongeuse, ben je suis plongeuse. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me regarder, il n'y a pas de problème. Alors, tout le monde s'est mis en transe carrément pour faire la vaisselle avec moi. On a fait toute la vaisselle et pour eux c'était impensable. Mais ça a rajouté dans l'effet famille, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas pris un fouet pour les obliger à faire la vaisselle. J'ai pris la vaisselle et je l'ai lavée. Et L'exemple. c'est juste un exemple, mais ça, je trouve il faut savoir tout faire. Et puis ce qu'il faut, c'est que le bateau fonctionne. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est à un moment, c'est un grand bateau. Si vous bloquez quelque chose, bah vous vous faites du mal à vous-même. Et du coup, bon, ça se passe bien. Voilà. Franchement, c'est agréable. T'as une personne qui supervise un peu le personnel? Bah, il y a le manager Houssine et puis Paul. Le manager qui est plus proche de ceux qui parlent plutôt d'Arija. Et puis Paul en plus large. Voilà. Et ton fils, comment il a trouvé sa place ici? Il gère quoi exactement? Bah, au début, quand son père était encore vivant, il s'occupait surtout du restaurant, toute la gestion du restaurant, cuisine, service et tout. Mais à la mort de son père, bah, il est mort au début du Covid, même s'il n'est pas mort du Covid. Et donc il y a eu 2 ans d'arrêt. Et après, quand il y a eu la réouverture, bah, il a pris sa place là et il a remis en état toutes les chambres qui avaient quand même plus de 10 ans. Enfin, il est passé partout, il a fait un très beau travail et voilà. Et ma fille, qui est là tous les mois, aussi s'occupe, ils sont très complémentaires et elle s'occupe d'énormément de détails qui sont hyper importants. Et en tant que maman, ça doit être un cadeau aussi d'avoir ses enfants avec soi ici. Ah bah oui. Non, non, mais j'ai beaucoup de chance. Et t'as combien d'enfants? 3. 3 enfants. Ouais. Oui, ça permet aussi au lieu d'avoir une suite et de continuer. De continuer de faire des enfants. Non, c'est bien. Et puis je pense aussi que euh, c'est une entreprise familiale parce qu'on est là. Donc euh,
on est présent, on essaie en tout cas d'être présent dans tous les détails, ce qui n'est pas toujours évident. Mais du coup, on évite les gros problèmes, on évite les malentendus. Voilà, si on n'est pas là, qu'il y a un gérant, du coup, juste on râle, on dit ah, il faut que ça passe comme ci, comme ça. Là, non, c'est pas. Enfin, bon, je sais pas comment dire ça mieux, mais Oui, oui, c'est bien expliqué, ouais. Il faut être présent, hein, sinon ouais, ça mais commence ça à se change tout. dégrader. Ouais, Ouais, ouais. ça change tout. Quel conseil tu pourrais donner à nos abonnés qui ont ce rêve de s'installer ici, d'entreprendre? Toi qui as beaucoup d'expérience et qui connais bien le Maroc. Je pense que il faut suivre ses rêves. Je pense que si on réalise ses rêves, tout le reste se met à bien fonctionner. Quand on sait que, c'est pas que moi je sais que Fès nous a choisis, que ce lieu nous a choisis, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des fois des difficultés avec la banque par exemple, ou avec des trucs comme ça. Enfin pas avec la banque, d'ailleurs, avec des banquiers. Bon, mais ça c'est personnel, mais les choses essentielles se mettent en place, les choses arrivent. Voilà. Là, c'est pareil. Nous, on n'a fait aucune publicité. On a eu énormément de publicité, de reportages dans les magazines, mais on n'a jamais, nous, payé pour des publicités. Ça s'est fait tout seul. Et ça, c'est parce que, voilà, parce qu'on a la foi, parce qu'on y a mis tout notre cœur, que c'est ça qu'on voulait, et que c'est cette force-là énergétique qui fait que tout le reste s'adapte et que tout se passe bien. On pourrait dire aussi que quand tout est aligné, Oui, c'est c'est ça. plus simple et le chemin se fait. Ouais, ben, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et beaucoup ont la peur qui prend le dessus. Comment Ah, tu, ouais, ouais, ben, la peur, c'est la pire des choses. comment on surmonte ça pour arriver à... Allez voir une bonne sophrologue, justement pour cultiver la confiance et repousser les peurs dans une poubelle, histoire de s'en débarrasser. Parce que si la vie doit être comme elle est, ben, elle sera comme elle sera. Il n'y a pas, il y a pas à avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut... Peur de quoi, finalement? Peur de C'est ça le quoi? truc. De quoi on a peur? Hmm. C'est une peur de la mort? Ah, de toute façon, on va mourir. On n'a pas besoin d'en avoir peur, puisque ça va arriver, on le sait. On sait que ça va arriver, donc La mort? autant profiter de chaque Oui, jour jusqu'à cette étape. autant vivre. Ouais. En fait, le problème de la peur, c'est que ça empêche de vivre. Ça empêche de passer à l'acte. Ouais. Donc, on ne vit pas, donc on est déjà mort. C'est un peu catégorique, ma façon de le dire, mais je pense que c'est ça qui se passe. Mais je remarque, là je parle plus de mon job de thérapeute et de sophrologue, mais euh, je crois qu'il y a une éducation qu'il faudrait vraiment faire évoluer, qui évolue petit à petit, mais il y a encore du chemin, il y a encore beaucoup de chemin. Je vois par exemple, il y a beaucoup de gens malades qui vivent ça comme quelque chose de normal. À partir du moment où c'est normal, ils subissent. Et s'ils subissent, ben, ils ne se sentent pas bien et ça n'arrange pas la maladie. Voilà. Si on voit la maladie comme un message du corps ou de l'âme, comme on veut, et que ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre, ben, du coup, la maladie, elle a été entendue, le corps a été entendu, du coup, les symptômes s'arrêtent, on guérit. C'est vrai qu'on a banalisé ça. C'est pire que ça, c'est pas que c'est banalisé, c'est que c'est rentré dans la... Oui, enfin c'est banalisé, t'as raison, mais c'est rentré vraiment dans la normalité. C'est horrible de C'est une penser... catastrophe. Ouais. La norme, c'est d'être en bonne santé. Bon, Pas j'ai l'inverse. attrapé, j'ai un rhume là, bon, d'accord, c'est pas très grave. Mais la norme, c'est la bonne santé, c'est d'aller bien, c'est oser faire. C'est Virgile, déjà bien avant Jésus-Christ, disait la fortune sourit aux audacieux. Voilà. Celui qui n'ose pas, qui fait rien, bah, il réalisera jamais rien puisqu'il fait rien. Il ne faut pas s'étonner. Peut-être aussi, comme disait Krishnamurti, c'est qu'on vit dans une société qui est malade. Bah, complètement. Bah, mais complètement. Mm. Ça, bah oui. Et c'est ça qui est triste et qu'il faudrait réussir à faire évoluer, quoi.
Et c'est quand tu sors de ça que tu deviens bizarre par rapport au... Oui, bah tant pis, tant pis. C'est bien d'être bizarre aussi. Ah ben moi j'aime mieux. Est-ce que tu lis, tu t'intéresses à la lecture? Ah ben je lis à peu près 3 livres par semaine. Ouais. Waouh. Ouais, je lis énormément. Et j'ai toujours à peu près 3 livres en même temps. J'ai un livre qui est sérieux, c'est-à-dire qu'on peut pas, ce que j'appelle sérieux, c'est-à-dire qu'on peut pas lire beaucoup parce qu'il faut laisser le temps d'intégrer. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique. Alors c'est vrai qu'il y a des concepts dans la physique quantique qui décoiffe un peu et il faut donc je relis des passages, je relis, je laisse le temps de l'intégration. Le lendemain, je continue avec une autre page ou 2 pages ou un chapitre parfois, mais c'est une lecture qui peut pas être rapide parce que il faut intégrer des concepts qui sont très nouveaux et les intégrer. Alors, je les comprends au départ, je les comprends intellectuellement, mais c'est bien de les comprendre de plus en plus profondément pour les intégrer. Quand ils sont intégrés, ça devient naturel. Ouais. Donc, ça nécessite une lecture lente, je vais dire. Voilà. Après, je lis des fois des choses plus spirituelles ou plus... enfin, je suis assez curieuse. Je crois que je suis une éternelle étudiante. J'ai besoin de découvrir, d'apprendre. Puis après, je lis toujours un bon polar en même temps. C'est-à-dire quand j'ai trop... quand il faut que je décompresse, je lis un polar qui se lit facilement et je peux lire 800 pages en 2 jours. Il n'y a pas de problème. Et après, je repars dans des choses plus spirituelles, sûrement plus nourrissantes. Mais c'est important d'avoir un équilibre. Tu pourrais nous citer les 3 livres qui t'ont le plus impacté dans ta vie? Voilà, dans ma vie, il y a trop de livres, alors c'est compliqué. Je pourrais dire qu'il y a un livre de Jean-Yves Leloup, Tara et la grâce. Je chercherai le titre tout à l'heure. Et que j'ai lu plusieurs fois. J'ai lu une première fois et 10 ans après, je l'ai relu et c'est un livre très inspirant. Et bon, l'homme est remarquable. J'ai lu justement sur la conscience. Tu connais Philippe Guillemot? Ouais. Voilà. Le temps. Voilà. J'ai lu beaucoup de ses livres. Et ça retourne. Ouais, Il te fait voir ouais. l'univers, la vie différemment, la notion du Bah, temps. complètement. Ouais. Et puis après, là, je viens de lire un livre que je trouve magnifique, qui est un livre de Patrice Van Hersel. Le soleil est-il conscient? Je te recommande. Tu connais Patrice Van Hersel? C'est un journaliste qui a créé, à l'époque actuelle, qui a créé Nouvelle Clé avec Marc de Smet. Bah, je ne vais pas te parler du bouquin, il est trop riche en plein de choses, mais c'est génial. Je vais noter ça, Ouais, ouais. ouais, note ça, c'est vraiment bien. Voilà, 3, allez, j'en ai dit 3. Ouais, les livres, ça apporte beaucoup et ça ouvre aussi plein de fenêtres Eh dans ouais, l'esprit. ouais. Mais même dans mes polars, j'aime bien des polars qui parlent d'un pays, qui parlent c'est pas juste il y a 3 morts et on cherche. Non, j'aime bien quand ça débouche sur d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est plus facile à lire que Philippe Guillemot. Mais j'adore cet homme. J'aime son intelligence, sa façon de parler, sa vision du monde et son optimisme. Ça réconforte, ça porte. Ouais. Moi, je suis en train de lire toute l'œuvre d'Amélie Nothomb. Ah oui. Et bon, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Mais j'ai vraiment bien accroché. Ouais. Oui, c'est bien. Ça parle aussi du monde du Japon. J'ai pas mal lu aussi. Enfin, un peu lu. Je crois que j'ai pas tout lu, de loin de là, mais c'est intéressant. Et beaucoup de dialogues et de la confrontation, Le des choc des monstres. cultures, Ouais, ouais. une belle plume. Ouais. Comment tu vois la suite du projet ici, l'évolution? Je trouve que la vie est des espèces de fleuves. Alors, le tout, c'est de se laisser aller dans le fleuve et de profiter de ce qui est.
Je pense que j'ai des enfants qui sont là, qui s'occupent de tout très bien. Tout va bien. Et puis si un jour ça doit aller mal parce que le monde est un peu bizarre en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, eh ben, ça ira mal pour tout le monde, pour nous aussi, mais on achètera une vache et puis et une chèvre et puis on plantera des carottes. Enfin, je sais pas, on trouvera des solutions. Le retour à la simplicité, c'est un luxe aussi, hein. Ah, c'est le grand luxe. Ouais. Il y a des rêves que tu aimerais encore accomplir, hein? Je crois que j'ai vraiment eu une belle vie. Je voudrais encore écrire un bouquin. J'y travaille un peu, mais je ne sais pas ce que ça donnera. Ah, merci Catherine pour cet échange, ce partage. C'est je suis très heureux de t'avoir rencontré, découvrir ton histoire, l'histoire du lieu. C'est un plaisir partagé, cette rencontre. Comment tu aimerais conclure ton message? Qu'il faut vivre, voilà, il faut oser. Il faut vivre et profiter de chaque instant qui passe. Et puis, je trouve que la plus belle énergie du monde, c'est l'amour. Alors, voilà, ça, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien du site d'ici, la page Instagram. Il y a autre chose comme contact? Euh, non, c'est l'essentiel, je crois. Ça, c'est pas trop ma partie, ça. Ouais. Donc voilà, si vous voulez découvrir le lieu, je vous mets tout ça dans la description. Et bienvenue à Fès aussi pour découvrir la vie ici, la culture. Oui, ça vaut la peine. Et puis, ça fait du bien. Et quand ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique, ça fait du bien à tout. Au cœur. Oui, au cœur. Et on est plus heureux. Merci pour ton temps et pour ce partage. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que nous organisons la masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech et il reste encore quelques places disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos pour avancer sur votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc, YouTube va vous proposer juste ici, maintenant, une vidéo adaptée rien que pour vous. Il suffit de cliquer dessus pour continuer cette aventure.